Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons comment 5 policiers ont été dévorés vivants par des animaux mortels lors d'interventions de routine. D'un policier qui a dérangé un grizzly en train de manger en Alberta à un garde-chasse au Kenya qui suivait un buffle-cafre en colère. Mais d'abord, la recherche par le député Mark Alston d'une personne disparue en Floride mène à une rencontre mortelle avec le prédateur le plus parfaitement développé de la nature. Le 14 septembre 2018 a marqué le 2e jour d'une opération de recherche intensive le long des eaux troubles de la rivière St. John's dans le nord-est de la Floride. L'air humide était lourd d'humidité alors que le soir approchait et qu'un silence inquiétant régnait sur le cours d'eau bordé de cyprès. La mousse espagnole pendait comme des linceuls des arbres anciens, tandis que l'eau saumâtre reflétait la lumière ambrée déclinante. Le député Mark Alston, un vétéran de 34 ans du bureau du shérif de Jacksonville, s'était porté volontaire pour l'opération fluviale après qu'un adolescent local ait disparu près des quais de pêche populaires. Mark apportait 8 ans d'expérience dans la police, y compris une formation spécialisée dans les opérations de récupération en milieu aquatique. Il était connu pour sa détermination inébranlable et pour ne jamais abandonner une affaire. Des qualités qui lui avaient valu parmi ses collègues la réputation d'aller toujours un pas plus loin quand d'autres abandonnaient déjà. Ayant grandi lui-même sur les voies navigables de la Floride, il possédait une connaissance approfondie des courants traîtres du fleuve St. John's. Une connaissance qu'il avait rendue indispensable lors de précédentes missions de sauvetage, mais qui avait aussi conduit à une dangereuse surestimation de soi. L'affaire de l'adolescent disparu le touchait personnellement. Son propre fils avait seulement 2 ans de moins que Tommy Chen. Cela poussait Mark à dépasser les limites de sécurité raisonnables dans l'espoir désespéré de trouver des réponses. L'affaire de disparition avait profondément touché la communauté. Le jeune homme de 17 ans, Tommy Chen, avait disparu en pêchant seul, ne laissant derrière lui que sa boîte à pêche et un sandwich à moitié mangé sur le quai délabré. Son vélo était encore attaché à la rambarde de l'embarcadère. La rivière St. John's était connue pour ses courants trompeurs et ses dangers cachés. Il avait déjà coûté des vies humaines. Mark avait passé toute la journée à fouiller méthodiquement la rive, à se frayer un chemin à travers l'épais sous-bois de palmetto et à traverser des zones de vases traîtresses. La chaleur accablante de la Floride avait épuisé la plupart des volontaires jusqu'à l'après-midi, mais Mark tenait bon, poussé par l'espoir d'apporter une certitude à une famille en deuil. Alors que le crépuscule tombait, Mark remarqua quelque chose d'inhabituel pris dans les racines noueuses d'un immense cyprès des marais. Un morceau de tissu bleu flottait juste sous la surface de l'eau, à environ 4,50 m du rivage. La découverte fit monter l'adrénaline dans son corps alors qu'il appelait par radio sa partenaire, la députée Sarah Martinez, qui fouillait la rive opposée à plusieurs centaines de mètres en aval. L'alligator américain est l'un des prédateurs les plus parfaitement développés de la nature, resté presque inchangé depuis des millions d'années. Ces prédateurs de pointe habitent les zones d'eau douce dans tout le sud-est des États-Unis, la Floride ayant la plus grande population. Les mâles adultes peuvent atteindre des longueurs de plus de 4,2 mètres et des poids de plus de 450 kg. Leur mâchoire puissante génère des forces de morsure de près de 20 et 1000 kPa. Les alligators sont des chasseurs à l'affût qui restent immobiles pendant des heures en attendant que leur proie soit à portée. Leurs yeux, narines et oreilles se trouvent sur le dessus du crâne, ce qui leur permet de rester presque entièrement sous l'eau. Pendant les mois plus frais, ils cherchent souvent refuge sous les berges érodées, devenant ainsi pratiquement invisibles. Sans hésiter, Mark descendit la pente raide. Ses bottes trouvèrent prise dans la boue glissante. L'eau était étonnamment chaude lorsqu'elle atteignit ses tibias, tandis que la surface trouble cachait complètement le fond. Prudemment, il pataugea vers le tissu coincé. Chaque pas soulevait des nuages denses de sédiments. Le gigantesque alligator avait reposé pendant des heures sous la berge érodée. Sa forme préhistorique était parfaitement camouflée entre les racines submergées. Le mâle d'environ 4 mètres de long avait probablement été attiré dans la région par l'activité humaine accrue. Lorsque les jambes de Mark agitaient l'eau juste au-dessus de sa cachette, les instincts ancestraux du prédateur déclenchèrent une réaction explosive. L'attaque est survenue sans aucun avertissement.
Les mâchoires massives de l'alligator jaillirent des profondeurs troubles et se refermèrent avec une force dévastatrice autour de la jambe gauche de Mark, juste en dessous du genou. La première morsure traversa son pantalon tactique, la peau et le tissu musculaire, enfonçant les dents dentelées profondément jusqu'à l'os. Le cri effrayé de Mark résonna sur l'eau alors que les puissants muscles du cou du prédateur se contractaient. L'alligator a immédiatement initié son célèbre roulé de la mort, un mouvement de rotation violent conçu pour désorienter la proie et causer des blessures massives. Le corps de Mark a été tiré sous la surface de l'eau alors que le reptile tournait avec une force énorme, tordant sa jambe à un angle anormal. Pendant la roulade mortelle, la tête de Mark a frappé à plusieurs reprises des troncs d'arbres et des racines submergées, causant de graves blessures au crâne. La prise de l'alligator ne s'est pas relâchée une seule fois alors qu'il continuait à tourner avec une force brutale. Chaque rotation causait d'autres dommages au tissu et augmentait la perte de sang. La puissante queue de l'alligator fouettait violemment, entraînant à la fois le prédateur et la proie plus profondément dans le canal. La roulade mortelle a duré presque 2 minutes et a causé des blessures internes catastrophiques ainsi qu'une perte de sang massive. Alors que les forces de Mark diminuaient, l'alligator changea sa morsure, positionnant ses mâchoires plus haut sur le haut du corps de Mark. La force écrasante de la morsure comprima sa cage thoracique, brisa plusieurs côtes et perfora son poumon gauche. L'eau pénétra dans son système respiratoire endommagé, tandis que la conscience s'évanouissait. La combinaison du traumatisme, de la perte de sang et de la noyade s'avéra fatale. Finalement, le prédateur le lâcha et le corps, sans vie de Mark, dériva avec le courant en aval. L'alligator se retira, tandis que le député Martinez se précipitait vers le bruit de l'affrontement. Martinez arriva quelques minutes après le premier éclaboussement et ne trouva que de l'eau agitée et des débris flottants. La radio de Mark flottait parmi le matériel dispersé, son signal d'urgence clignotant en vain dans l'obscurité naissante. Elle demanda immédiatement des renforts et des équipes de plongeurs. L'opération de sauvetage commença à l'aube lorsque des équipes de plongeurs spécialisées de différentes autorités fouillèrent la zone de recherche. Après 14 heures de recherche intensive, des plongeurs sauveteurs découvrirent le corps de Mark, coincé sous un énorme tronc d'arbre submergé à environ 180 mètres en aval. Le bureau du shérif de Jacksonville a lancé une enquête approfondie sur l'incident et a examiné les protocoles de sécurité pour les opérations aquatiques. La communauté locale a pleuré la perte d'un fonctionnaire dévoué au service public. Mark a laissé derrière lui une épouse et 2 jeunes enfants. La rencontre tragique de Mark n'était pas la seule fois où les forces de l'ordre ont été confrontées à une nature sauvage mortelle. Dans la région reculée de Kananaskis en Alberta, l'agent Eric Torreson devait découvrir que même des patrouilles de routine pouvaient se terminer de manière mortelle, surtout lorsqu'on pénètre dans le territoire de chasse d'un grizzly. Le 15 octobre 2019, dans le Kananaskis Country, Alberta, le brouillard matinal flottait au-dessus des denses forêts de pins du Kananaskis Country, tandis que les températures étaient juste au-dessus du point de congélation. Cette nature sauvage rude servait, pendant les mois d'automne, de corridor important pour les migrations animales, une période où les grizzlies se préparaient pour l'hibernation. L'agent Eric Thorson régla sa radio en sortant de la voiture de patrouille. L'agent expérimenté de la Gendarmerie royale du Canada, âgé de 40 ans, avait passé 15 ans dans la police, dont les 8 dernières dans l'Alberta rural, où les rencontres avec la faune étaient monnaie courante. Connu pour son approche méthodique et son strict respect des protocoles de sécurité, Eric s'était forgé la réputation de ne jamais prendre de raccourcis. Cependant, sa vaste expérience dans la nature lui avait conféré une confiance en soi silencieuse, qui le rendait parfois moins vigilant face aux dangers potentiels. Étant donné qu'il avait grandi dans ces mêmes montagnes en chassant et en pêchant, Eric connaissait le terrain comme sa poche. Une familiarité qui parfois surpassait sa prudence professionnelle en matière de cohésion de groupe dans les zones à ours. À côté de lui, le garde-chasse provincial Marcus Reed vérifiait ses coordonnées GPS avant de mettre son fusil à l'épaule. Les 2 hommes avaient été envoyés après que des rapports sur un camp de chasse illégale près de la limite des arbres avaient été reçus. Les règlements locaux interdisaient strictement le camping dans cette zone pendant l'automne, car l'activité des grizzlies augmente fortement à cette période. La région était caractérisée par un sous-bois dense et des fourrés d'ours épars, offrant des lieux de nourrissage idéaux pour les massifs prédateurs.
Leurs bottes crissaient sur les feuilles couvertes de givre alors qu'ils commençaient l'ascension le long d'un étroit sentier sauvage. Eric remarqua la multitude de buissons de baies de saumon le long du chemin, dont les fruits orange vifs pendaient encore aux branches malgré l'avancée de la saison. Les grizzlies, qui peuvent y peser jusqu'à 360 kg, dominent la chaîne alimentaire dans l'ouest du Canada. Pendant les mois d'automne, les grizzlies entrent dans ce qu'on appelle l'hyperphagie. Ils consomment quotidiennement jusqu'à 20 000 calories pour constituer des réserves de graisse pour l'hiver. Ce comportement alimentaire les rend particulièrement agressifs et imprévisibles. 40 minutes après le début de leur randonnée, les agents s'arrêtèrent sur une petite clairière où Reed consulta son appareil GPS. Eric prit sa bouteille d'eau et mentionna qu'il devait s'éloigner un instant, puis se dirigea vers une zone dense de buissons de baies de sureau à environ 20 mètres du sentier. À l'insu des deux agents, un énorme grizzly mâle cherchait silencieusement de la nourriture dans le même fourré à ours depuis plus de 3 heures. L'ours de 340 kg avait découvert une concentration exceptionnellement riche de fruits de fin de saison et s'était mis à manger méthodiquement, son pelage brun foncé se fondant parfaitement dans les ombres. Eric se positionna derrière le plus grand tas de buissons, le dos tourné vers la forêt en contrebas. Les bruits et les odeurs portés par l'air calme du matin atteignirent le grizzly en train de manger, qui n'était qu'à 15 mètres de là. L'ours leva sa tête massive, les narines dilatées, alors qu'il percevait la présence inconnue dans son territoire. L'attaque commença sans avertissement. Le grizzly surgit du sous-bois à une vitesse effrayante. Sa silhouette imposante traversa les buissons de laurier-cerise, franchissant la distance en 3 bonds puissants. Eric entendit le tonnerre approcher et commença à se retourner juste au moment où 340 kg de muscles et de rage le frappèrent de par derrière. Le premier coup de l'ours atteignit Eric à l'épaule gauche et au dos. L'impact le souleva complètement du sol. Des griffes de 10 cm déchirèrent sa veste d'uniforme et la chair en dessous, créant de profondes blessures parallèles qui commencèrent immédiatement à saigner abondamment. La force du coup brisa son omoplate gauche et démit son bras. Avant même qu'Eric ne puisse essayer de se relever, le grizzly était de nouveau sur lui. D'énormes mâchoires se refermèrent sur le haut de son dos et de son cou. Des canines de 5 cm de long pénétrèrent muscles et tissus, tandis que de puissants muscles de la mâchoire comprimaient les vertèbres et endommageaient la colonne vertébrale. Le corps d'Eric se figea lorsque des nerfs furent sectionnés. Le grizzly souleva le corps flasque d'Eric et le secoua violemment d'un côté à l'autre. Ce mouvement a causé des blessures internes massives, car des organes se sont déchirés et des côtes se sont brisées sous une pression énorme. Du sang commença à couler de la bouche et du nez d'Eric, tandis que les hémorragies internes s'accéléraient. Reed entendit le tumulte et attrapa immédiatement son fusil, courant vers les bruits en criant le nom d'Eric. Le garde-chasse atteignit l'endroit et vit le grizzly debout au-dessus du corps inerte d'Eric. Le museau de l'ours était couvert de sang. Reed leva son arme et tira un coup de semonce en l'air. Le grizzly lâcha immédiatement sa proie et se dressa sur ses pattes arrière, presque 3 mètres de haut. Reed rechargea une autre cartouche tout en se retirant lentement vers le sentier. Le prédateur gigantesque retomba sur ses 4 pattes et disparut silencieusement dans la forêt. Il ne resta que de la végétation piétinée et l'odeur accablante de sang. Reed appela immédiatement les secours et se précipita vers Eric. Mais il était évident qu'il n'y avait plus rien à faire pour son collègue. Eric avait subi des blessures catastrophiques lors de la brève attaque. Plusieurs coups de couteau dans la région du cou et du haut du corps avaient sectionné de grands vaisseaux sanguins, tandis que la force de morsure énorme avait endommagé sa colonne cervicale. Des hémorragies internes et des blessures aux organes vitaux ont entraîné une perte rapide de sang et une défaillance des organes. Les secours ont atteint l'endroit isolé après 90 minutes, mais Eric avait déjà succombé à ses blessures quelques instants après l'attaque. La mort d'Eric a montré à quelle vitesse la nature peut devenir mortelle. Alors qu'il faisait face à un ours, un autre agent se trouvait face à un autre prédateur. Dans le Pantanal brésilien, l'agent Thiago Lima chassait des trafiquants de jaguars sans savoir qu'un des chasseurs l'avait déjà pris pour cible. Mars 2018, dans la région du Pantanal au Brésil. L'agent fédéral Thiago Lima ajustait son gilet tactique tandis que la brume matinale se déposait sur les zones humides. À 37 ans, Lima avait passé 2 ans à infiltrer des réseaux illégaux de commerce d'animaux sauvages dans la région la plus riche en espèces du Brésil.
là où les jaguars règnent en tant que prédateurs suprêmes et où les criminels agissent presque sans entrave. L'agent Thiago Lima était accroupi derrière un massif Cecropia. Ses mains tannées par le temps serraient le talkie-walkie, tandis qu'il se coordonnait avec 3 autres agents fédéraux positionnés autour du campement de braconniers présumés. À l'âge de 38 ans, Lima avait déjà passé 12 ans au sein de la police fédérale brésilienne, spécialisée dans la criminalité liée à la faune, ce qui l'avait conduit dans les régions les plus reculées du Pantanal. Connu pour sa chasse implacable aux criminels et son refus de laisser échapper des suspects, il inquiétait ses collègues, notamment en raison de sa tendance à poursuivre seul des fugitifs dans des terrains dangereux. Après avoir perdu son frère cadet à des braconniers il y a 5 ans, l'engagement de Lima dans la lutte contre les crimes liés à la faune était devenu profondément personnel. Parfois, cela obscurcissait son jugement tactique. Des renseignements indiquaient que cet endroit isolé servait de centre de traitement pour des parties de corps de jaguar destinées au marché noir en Asie. Le camp était situé dans une dépression naturelle entourée de denses palmiers caranda et d'un sous-bois épais. Lima poursuivait le chef du réseau, Carlos Mendoza, depuis 18 mois, sous une identité d'infiltration soigneusement construite. L'intervention d'aujourd'hui était le point culminant d'un travail d'enquête minutieux qui l'avait conduit au cœur de la pègre brésilienne. Le jaguar est le plus grand félin d'Amérique du Sud et le 3e plus grand du monde. Ces solitaires possédant la plus forte puissance de morsure de toutes les grandes félins et peuvent écraser sans effort des carapaces de tortues et des crânes de crocodiles. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 113 kg et atteindre une longueur de plus de 2,4 mètres. Leur pelage tacheté offre un camouflage parfait dans la lumière tachetée de la forêt. Ils restent presque invisibles jusqu'à ce qu'ils frappent. Alors que l'équipe de Lima se mettait en position, une silhouette surgit de l'abri principal du camp. Mendoza avait remarqué les agents qui approchaient et s'enfuit vers la forêt dense. Lima se lança immédiatement à sa poursuite. Ses bottes éclaboussèrent à travers des flaques d'eau peu profondes alors qu'il suivait le suspect dans un sous-bois de plus en plus dense. La canopée au-dessus de lui filtrait la lumière du soleil en taches éparses, créant un labyrinthe désorientant d'ombres et de lumière. 40 mètres après le début de la poursuite, Lima se baissa sous une branche basse lorsqu'un mouvement dans son champ de vision périphérique le fit s'arrêter. Un jaguar massif, attiré par l'odeur des animaux sauvages abattus, s'était faufilé à travers le sous-bois. Le mâle de 80 kg bondit d'une position cachée, à seulement environ 4,50 m. La puissante arrière-train du félin le catapulta avec une force dévastatrice dans les airs. Ses griffes avant, chacune de plus de 5 cm de long, atteignirent derrière les épaules et la poitrine de Lima, déchirant son gilet tactique comme du papier. L'impact fit s'écraser à terre avec une force briseuse d'os, à la fois le prédateur et la proie. La radio de Lima grésilla alors que sa transmission s'interrompait en plein milieu d'une phrase. Les mâchoires du jaguar se refermèrent avec 1500 PSI autour de son cou, écrasant instantanément sa trachée et sectionnant des artères vitales. Instinctivement, les mains de Lima cherchèrent son arme de service. Mais celle-ci avait été projetée hors de son étui lors du premier impact. Les griffes arrière du félin glissèrent sur le ventre de Lima, ouvrant des blessures profondes qui exposèrent ses organes internes. Le sang s'accumulait rapidement dans la dépression où il se battait, se mélangeant à l'eau de pluie stagnante et à la végétation en décomposition. Les crocs du jaguar, longs de presque 8 cm, perçaient muscles et os, tandis que l'animal maintenait sa morsure mortelle. Le corps de Lima devint flasque en l'espace de 90 secondes, alors que la perte massive de sang et le manque d'oxygène faisaient leur effet. Le jaguar, suivant son instinct, commença à traîner l'agent inanimé vers une zone plus isolée au fond de la forêt. L'équipe de Lima découvrit son corps 40 minutes plus tard, partiellement caché sous des palmes tombées, dans une dépression naturelle à 60 mètres de l'endroit où sa radio s'était tue. De profondes marques de griffes sur les troncs d'arbres voisins indiquaient que le jaguar avait utilisé des positions élevées pour son embuscade. Son arme de service gisait inutilisée dans la boue, à seulement quelques mètres du lieu de l'attaque. La police fédérale a immédiatement lancé une enquête sur les circonstances de la mort de Lima
tandis que des experts en faune ont confirmé une activité accrue de jaguars dans la région, causée par la chasse illégale qui avait perturbé le schéma de prédation naturelle des animaux. Le chef du réseau de braconniers, Carlos Mendoza, a été arrêté 3 jours plus tard alors qu'il tentait de traverser la frontière vers la Bolivie. Des preuves saisies dans le camp ont conduit à l'arrestation de 12 autres suspects, ainsi qu'à la confiscation de parties de corps de jaguars d'une valeur de plus de 2 millions de dollars américains. Alors que Lima rencontrait son prédateur dans des zones humides ouvertes, un autre officier devait bientôt se retrouver piégé sans issue. Dans un zoo indien, l'inspecteur Rohan Bhattacharjee a réagi à une urgence impliquant l'un des prédateurs les plus imprévisibles d'Asie. Mars 2019, à Bhopal, Madhya Pradesh, le brouillard matinal s'accrochait aux acacias autour du parc national de Van Vihar, tandis que la lumière du soleil perçait à travers la canopée. Cette réserve de 445 hectares servait à la fois de parc national et de zoo, abritant des animaux sauvés dans des habitats semi-naturels après l'orage de la nuit précédente. L'inspecteur Rohan Bhattacharjee servait depuis 19 ans dans la police du Madhya Pradesh et avait gagné le respect grâce à son approche méthodique et à son sens inébranlable du devoir. À 43 ans et père de 2 enfants, il s'était porté volontaire pour l'unité de protection de la faune 3 ans auparavant, sachant que les conflits entre humains et animaux nécessitaient des agents expérimentés capables de rester calmes sous pression. Connu pour son respect des règles, Rohan hésitait néanmoins à attendre des renforts lorsque des civils pouvaient être en danger. Il s'était forgé la réputation de préférer régler les situations lui-même plutôt que de prendre des risques en raison de retard. Ayant grandi dans le Madhya Pradesh rural, où les rencontres avec des animaux sauvages faisaient partie du quotidien, il croyait que ses expériences d'enfance lui avaient donné une compréhension intuitive du comportement animal, une confiance en soi qui l'avait aidé lors de missions précédentes, mais qui le rendait aussi moins prudent lorsqu'il affrontait seul des animaux dangereux. L'appel d'urgence est parvenu au poste de police à 7h12 du matin. Le service de sécurité de nuit a signalé des dommages structurels dans la zone extérieure de la clôture de la section C de l'enclos, où l'établissement avait hébergé ses ours lipus sauvés. La violence de la tempête avait desserré plusieurs éléments de la clôture et laissé des ouvertures suffisamment grandes pour que l'animal puisse s'échapper. L'administration du parc a demandé immédiatement l'assistance de la police, tout en rassemblant l'équipe spécialisée de confinement. Rohan est arrivé dans un délai de 15 minutes, accompagné de l'agent Vikram Singh, un jeune officier avec une expérience limitée dans la gestion de la faune. Le personnel de nourrissage matinal du zoo n'avait pas encore commencé sa tournée, de sorte que les couloirs arrière étaient étrangement silencieux, seulement interrompus par des cris d'oiseaux lointains et le bruissement occasionnel des feuilles. Les ours lipus, malgré leur nom trompeusement placide, comptent parmi les prédateurs les plus impressionnants de l'Inde. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 140 kg et possèdent des membres puissants équipés de griffes incurvées pouvant atteindre jusqu'à 8 cm de long. Ces omnivores ont développé leurs impressionnantes capacités physiques pour briser les termitières et se défendre contre les tigres et les léopards dans leur habitat naturel. Leur tempérament imprévisible les rend particulièrement dangereux lorsqu'ils sont surpris ou acculés. Contrairement à d'autres espèces d'ours, les ours lipus attaquent avec une rapidité et une ténacité remarquables, utilisant leurs griffes pour infliger des blessures dévastatrices avant de porter des morsures mortelles avec leurs mâchoires puissantes. Rohan et le sergent Singh s'approchèrent de la zone endommagée de l'enclos par le couloir de service derrière les aires d'alimentation. Des caisses métalliques et des équipements de maintenance projetaient au désombres dans la faible lumière du matin. L'inspecteur portait une lampe de poche standard, tandis que Singh restait près de l'entrée du corridor et surveillait le contact radio avec l'équipe de confinement qui approchait. Un grincement métallique se faisait entendre derrière une pile de conteneurs de fret à environ 10 mètres. Dans le Pantanal brésilien, l'agent Thiago Lima chassait des trafiquants de jaguars, sans savoir qu'un des chasseurs l'avait déjà pris pour cible. Mars 2018, dans la région du Pantanal au Brésil. L'agent fédéral Thiago Lima ajustait son gilet tactique, tandis que la brume matinale se posait sur les zones humides.
À 37 ans, Lima avait passé 2 ans à infiltrer des réseaux illégaux de commerce d'animaux sauvages dans la région la plus riche en espèces du Brésil. Là où les jaguars règnent en tant que prédateurs de pointe et où les criminels agissent presque sans entrave. L'agent Thiago Lima était accroupi derrière un massif Cecropia. Ses mains tannées par le temps serraient le talkie-walkie, tandis qu'il se coordonnait avec 3 autres agents fédéraux positionnés autour du campement présumé des braconniers. À l'âge de 38 ans, Lima avait déjà passé 12 ans à la police fédérale brésilienne, spécialisée dans la criminalité liée à la faune, ce qui l'avait conduit profondément dans les régions les plus reculées du Pantanal. Connu pour sa chasse implacable aux criminels et son refus de laisser échapper des suspects, il inquiétait ses collègues, notamment en raison de sa tendance à poursuivre seul des fugitifs dans des terrains dangereux. Après avoir perdu son frère cadet aux mains de braconniers il y a 5 ans, l'engagement de Lima dans la lutte contre les crimes liés à la faune était devenu profondément personnel. Parfois, cela obscurcissait son jugement tactique. Des renseignements indiquaient que cet endroit isolé servait de centre de traitement pour des parties de corps de jaguars destinées au marché noir en Asie. Le camp était situé dans une dépression naturelle entourée de denses palmiers caranda et d'un sous-bois épais. Lima poursuivait le chef du réseau, Carlos Mendoza, depuis 18 mois, sous une identité d'infiltration soigneusement construite. L'opération d'aujourd'hui était le point culminant d'un travail d'enquête minutieux qui l'avait conduit au cœur de la pègre brésilienne. Le jaguar est le plus grand félin d'Amérique du Sud et le 3e plus grand du monde. Ces solitaires possèdent la plus forte puissance de morsure de toutes les grandes félins et peuvent écraser sans effort des carapaces de tortues et des crânes de crocodiles. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 113 kg et atteindre une longueur de plus de 2,4 mètres. Leur pelage tacheté offre un camouflage parfait dans la lumière tachetée de la forêt. Ils restent presque invisibles jusqu'à ce qu'ils frappent. Alors que l'équipe de Lima se mettait en position, une silhouette surgit de l'abri principal du camp. Mendoza avait remarqué les agents qui approchaient et s'enfuit vers la forêt dense. Lima se lança immédiatement à sa poursuite. Ses bottes éclaboussaient à travers des flaques d'eau peu profondes alors qu'il suivait le suspect dans des broussailles de plus en plus denses. La canopée au-dessus de lui filtrait la lumière du soleil en taches éparses, créant un labyrinthe désorientant d'ombres et de lumière. 40 mètres après le début de la poursuite, Lima se baissa sous une branche basse lorsqu'un mouvement dans son champ de vision périphérique le fit s'arrêter. Un jaguar massif, attiré par l'odeur des animaux sauvages abattus, s'était faufilé à travers le sous-bois. Le mâle de 90 kg bondit d'une position cachée, à seulement environ 4,50 mètres. La puissante arrière-train du félin le catapulta avec une force dévastatrice dans les airs. Ses griffes avant, chacune de plus de 5 cm de long, atteignirent les épaules et la poitrine de Lima, déchirant son gilet tactique comme du papier. L'impact fit s'écraser à terre avec une violence fracassante, à la fois le prédateur et la proie. La radio de Lima grésilla alors que sa transmission s'interrompait en plein milieu d'une phrase. Les mâchoires du jaguar se refermèrent avec 1500 PSI autour de son cou, écrasant instantanément sa trachée et sectionnant des artères suravitales. Instinctivement, les mains de Lima se dirigèrent vers son arme de service. Mais celle-ci avait été projetée hors de son étui lors du premier impact. Les griffes arrière du félin glissèrent sur le ventre de Lima, ouvrant des blessures profondes qui exposèrent ses organes internes. Le sang s'accumulait rapidement dans la dépression où il se battait, se mélangeant à l'eau de pluie stagnante et à la végétation en décomposition. Les crocs du jaguar, longs de presque 8 cm, perçaient muscles et os, tandis que l'animal maintenait sa morsure mortelle. Le corps de Lima devint flasque en l'espace de 90 secondes, alors que la perte massive de sang et le manque d'oxygène faisaient leur effet. Le jaguar, suivant son instinct, commença à traîner l'agent sans vie vers une zone plus isolée au fond de la forêt. L'équipe de Lima découvrit son corps 40 minutes plus tard, partiellement caché sous des palmes tombées, dans une dépression naturelle à 60 mètres de l'endroit où sa radio s'était tue. De profondes marques de griffes sur les troncs d'arbres voisins indiquaient que le jaguar avait utilisé des positions élevées pour son embuscade. Son arme de service gisait inutilisée dans la boue à seulement quelques mètres du lieu de l'attaque.
La police fédérale a immédiatement lancé une enquête sur les circonstances de la mort de Lima, tandis que des experts en faune ont confirmé une activité accrue de jaguars dans la région causée par la chasse illégale qui avait perturbé le schéma de prédation naturelle des animaux. Le chef du réseau de braconnage, Carlos Mendoza, a été arrêté 3 jours plus tard alors qu'il tentait de traverser la frontière vers la Bolivie. Des preuves saisies dans le camp ont conduit à l'arrestation de 12 autres suspects, ainsi qu'à la confiscation de parties de corps de jaguars d'une valeur de plus de 2 millions de dollars américains. Alors que Lima rencontrait son prédateur dans des zones humides ouvertes, un autre officier devait bientôt se retrouver piégé sans issue. Dans un zoo indien, l'inspecteur Rohan Bhattacharjee a réagi à une urgence impliquant l'un des prédateurs les plus imprévisibles d'Asie. Mars 2019 à Bhopal, Madhya Pradesh. Le brouillard matinal s'accrochait aux acacias autour du parc national de Van Vihar, tandis que la lumière du soleil perçait à travers la canopée. Cette réserve de 445 hectares servait à la fois de parc national et de zoo, abritant des animaux sauvages sauvés dans des habitats semi-naturels après l'orage de la nuit précédente. L'inspecteur Rohan Bhattacharjee servait depuis 19 ans dans la police du Madhya Pradesh et avait gagné le respect grâce à son approche méthodique et à son sens inébranlable du devoir. À 43 ans et père de 2 enfants, il s'était porté volontaire pour l'unité de protection de la faune 3 ans auparavant, sachant que les conflits entre humains et animaux nécessitaient des agents expérimentés capables de rester calmes sous pression. Connu pour son respect des règles, Rohan hésitait néanmoins à attendre des renforts lorsque des civils pouvaient être en danger. Il s'était forgé la réputation de préférer régler les situations lui-même, plutôt que de prendre des risques en retardant les choses. Ayant grandi dans le Madhya Pradesh rural, où les rencontres avec des animaux sauvages faisaient partie du quotidien, il croyait que ses expériences d'enfance lui avaient donné une compréhension intuitive du comportement animal, une confiance en soi qui l'avait aidé lors de missions précédentes, mais qui le rendait aussi moins prudent lorsqu'il affrontait seul des animaux dangereux. L'appel d'urgence est parvenu au poste de police à 7h12 du matin. Le service de sécurité de nuit a signalé des dommages structurels dans la zone extérieure de la section C de l'enclos, où l'établissement avait hébergé ses ours lipus sauvés. La violence de la tempête avait desserré plusieurs éléments de la clôture et laissé des ouvertures suffisamment grandes pour que l'animal puisse s'échapper. L'administration du parc a demandé immédiatement l'assistance de la police tout en constituant l'équipe spécialisée de confinement. Rohan est arrivé en 15 minutes, accompagné de l'agent Vikram Singh, un jeune officier avec une expérience limitée dans la gestion de la faune. Le personnel de nourrissage matinal du zoo n'avait pas encore commencé sa tournée, de sorte que les couloirs arrière étaient étrangement silencieux, seulement interrompus par des cris d'oiseaux lointains et le bruissement occasionnel des feuilles. Les ours lipus, malgré leur nom trompeusement placide, comptent parmi les prédateurs les plus impressionnants de l'Inde. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 140 kg et possèdent des membres puissants équipés de griffes courbées pouvant atteindre jusqu'à 8 cm de long. Ces omnivores ont développé leurs impressionnantes capacités physiques pour briser les termitières et se défendre contre les tigres et les léopards dans leur habitat naturel. Leur tempérament imprévisible les rend particulièrement dangereux lorsqu'ils sont surpris ou acculés. Contrairement à d'autres espèces d'ours, les ours lipus attaquent avec une rapidité et une ténacité remarquables, utilisant leurs griffes pour infliger des blessures dévastatrices avant de porter des morsures mortelles avec leurs mâchoires puissantes. Rohan et le sergent Singh s'approchèrent de la zone endommagée de l'enclos par le couloir de service derrière les aires d'alimentation. Des caisses métalliques et des équipements de maintenance projetaient des ombres dans la faible lumière du matin. L'inspecteur portait une lampe de poche standard, tandis que Singh restait près de l'entrée du corridor et surveillait le contact radio avec l'équipe de confinement qui approchait. Un grincement métallique se faisait entendre derrière une pile de conteneurs de fret, à environ 10 mètres.